Alors, je me suis fait des petites notes, je ne vais pas parler trop longtemps, mais c'est juste pour ne pas oublier de vous dire des choses. Je vais commencer par remercier l'équipe de l'Artothèque pour son accueil chaleureux et enthousiaste. Et puis aussi pour l'espace que donne ce lieu à nos pratiques du design graphique, de l'impression et de l'édition. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc, je vais tâcher de vous raconter cette aventure de la co-collection. Donc, comme le disait Yvan, c'est effectivement un dispositif éditorial que j'ai mis en place il y a déjà quelques années, mais voilà, le temps de maturation a été assez long, et donc là, on va vous parler du premier numéro. Je pourrais dire aussi que c'est une série de publications. J'envisage ce projet-là au long cours. Là, c'est le premier, mais j'imagine d'autres objets, d'autres publications avec d'autres artistes. Alors, co-collection. J'ai ajouté au mot collection le préfixe co. En tant que graphiste, je suis amenée depuis toujours à travailler avec des gens, avec des contenus. Et donc c'était pour appuyer cette idée que j'ai créé ce mot de co-collection en ajoutant ce préfixe-là. Donc, et puis ça fait un nom marrant. Alors oui, la répétition de la syllabe m'a quand même chatouillé l'oreille et ça m'a plu. Donc, parce que t'en parles très sérieusement, mais c'est quand même d'abord un nom qui sonne bien, quoi. C'est aussi une blague, mais c'est vrai que c'est très sérieux quand même. Mais t'as raison de ramener cette idée-là. Et oui, donc la position de la graphiste, c'est quelque chose que j'interroge dans mon parcours depuis toujours, que j'ai fait aussi beaucoup en duo avec Antoine Giard qui est là, et aussi dans le collectif J'aime beaucoup ce que vous faites. Et là, dans ce projet-là, ça m'intéressait de me placer à un endroit un petit peu différent et de déplacer justement mon positionnement vers celui d'éditrice. J'entends ça au sens où c'est pour ce projet-là moi qui déclenche le travail, qui donne l'impulsion et puis qui vais solliciter des personnes pour travailler avec moi sur ces objets. Donc le point de départ en fait c'est une demande très simple que je fais à des artistes, à savoir de me confier un contenu. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être du texte et des images, auquel moi je vais donner ensuite une forme publiée. Et j'avais envie, alors je sais plus exactement d'où c'est venu, mais ça me reviendra peut-être. J'avais envie de me concentrer sur des contenus qui n'avaient pas encore été exploités par les artistes. Donc l'idée, c'était de les inciter à fouiller leurs archives, à regarder parmi leurs productions, regarder leur travail avec cette idée-là de l'inexploité. Donc j'ai pu remarquer que ça suscitait leur curiosité et que chaque sollicitation que j'ai faite pour le moment, j'ai reçu un accueil très enthousiaste à cette idée-là. Et donc pour expliquer ça plus simplement, le premier objet, parce que le premier numéro de la co-collection, c'est celui-là, celui dont on va parler ce soir. Mais j'ai fait aussi un numéro pilote de la série. Et pour ça, j'avais sollicité donc Antoine Giard, avec qui je travaillais beaucoup à l'époque et qui avait l'avantage d'être dans le bureau d'à côté.
Et donc, je suis allée voir Antoine et je lui ai demandé de me donner quelque chose. Je lui ai dit, donne-moi quelque chose auquel tu tiens, mais dont tu ne sais pas quoi faire. Donc voilà, c'est la question en fait que je pose systématiquement à chaque artiste. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de faire ressortir des choses, réémerger des choses qui avaient été mises de côté, qui avaient été peut-être des projets non retenus, des idées qui avaient été amorcées mais pas continuées, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui demande quand même une certaine confiance. Donc dans le choix que j'ai fait jusqu'à présent des artistes que j'ai sollicités, j'ai essayé de recréer une sorte de parcours de rencontre que j'ai fait depuis l'école. Et donc c'est aussi l'idée de garder un lien ou de recréer un lien qui a été interrompu, ou en tout cas de garder un contact avec ces personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours. Ce sont souvent des rencontres assez fortes et déterminantes qui m'ont emmenée à des endroits que j'ai trouvés intéressants. Donc c'est comme ça que j'ai établi une sorte de liste de personnes avec qui j'ai envie de travailler, parce que vraiment là, c'est quelque chose que j'ai envie de déployer dans le temps. Et donc je propose cette expérience-là. Avec l'idée, évidemment, l'idée principale, c'est de créer un espace de création graphique pour moi aussi. C'était ça l'impulsion première. C'était, avec ces contenus qu'on va me confier, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà, et donc j'ai sollicité Maud il y a bientôt 1 an, je crois. Ouais, ça doit faire 1 an. Ça faisait... donc on s'est rencontrés à l'école il y a longtemps. On dit pas la date, c'était il y a trop longtemps. 99. C'est clair. Et voilà, donc on a fait cette première année d'école ensemble. Et je peux dire, sans en rajouter non plus trop, que c'est une des premières rencontres artistiques que j'ai faites à l'école. On était proches. On a vraiment travaillé ensemble et tout ça. Ouais. Voilà. Et donc après, on a toujours suivi le travail l'une de l'autre, de loin en loin, comme ça. On s'est donné des nouvelles, on a regardé un peu ce que je faisais chacune. Et puis, on a travaillé ensemble déjà quelques fois. On a quand même travaillé ensemble sur une plaquette, mais justement pour l'Artothèque. Ouais, et alors ça, c'était il y a un certain temps aussi. Ouais. Mais effectivement. Et donc, il y a déjà quelques temps, on avait envie de travailler de nouveau ensemble. Et puis, il y avait cette ouverture autour de la risographie, dont on parlera peut-être un petit peu après. Donc, il y avait un peu l'envie d'explorer ensemble cette technique d'impression. Donc, c'est là-dessus que s'est faite la sollicitation. Voilà. Je vais rebondir là-dessus. Alors bonsoir aussi à tout le monde, et puis merci à l'Artothèque de nous accueillir. Donc oui, effectivement, c'est un projet sur le long cours qui demande beaucoup de temps, parce que le simple énoncé, en fait, dès le départ, quand tu nous demandes un contenu inexploité, justement, s'il est inexploité, c'est qu'il y a une raison, c'est que on ne sait pas quoi en faire et on n'est pas forcément sûr de la qualité, et si c'est resté dans les archives, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est en suspens et qui est pas qui attend, mais qui va peut-être jamais être exploité. Et donc il y a déjà ce temps de maturation de qu'est-ce qui pourrait servir. Et puis en fait, nous, ça s'est fait naturellement. C'est que tout simplement, donc si j'explique, là je commence vraiment à rentrer dans le cœur du sujet, c'est que donc moi j'ai une pratique de peinture qui est assez processuelle, donc j'ai un processus de travail qui est toujours le même,
qui est néanmoins ouvert, mais qui reprend toujours en fait l'idée de fabriquer le sujet de ma peinture. Et donc ça passe par plusieurs étapes que je répète régulièrement, qui est donc de fabriquer des objets, des moulages, puis de les photographier, puis de les peindre. Et donc il y a quelque chose d'un système que j'essaye d'alimenter, mais en parallèle, j'ai aussi une pratique depuis quelques années d'une peinture beaucoup plus libre, qui ne dépend pas du tout d'un processus. Et qui est simplement en fait des recouvrements de surface, parfois abstraites, parfois figuratives, et qui vont, ces peintures-là, en fait, ces petites peintures, je ne les montre pas, mais elles vont alimenter les autres peintures, le reste du processus. Et donc, à un moment donné, ça a paru évident que j'avais pas envie de les montrer en tant que peinture, mais par contre, je me suis aperçue qu'à chaque fois que je recouvrais une peinture, j'avais quand même ce renoncement, ce regret de pas pouvoir, de pas la garder en fait, cette peinture. Et que finalement, ce projet arrivait à pic parce que la risographie en fait pouvait permettre de faire exister ces étapes de peinture d'une autre manière, et de prendre une forme en fait qui me permettait de plus avoir ces regrets là en fait. Parce que la peinture, c'est des éternels regrets de pas laisser vivre cette peinture, puisqu'à chaque décision, on efface la peinture qu'on aurait pu faire, ou on efface les 1000 peintures qu'on aurait pu faire. Donc il y a quelque chose, alors je me souviens qu'on en avait parlé à l'époque, il y a un peu quelque chose du multivers, en fait, de se dire, mais en fait, il y a tous ces univers qui auraient pu exister à côté, et puis voilà. Et alors donc c'est aussi pour ça que le titre du projet, on a appelé ça Tout est à sa place, de manière ironique, parce qu'en fait, effectivement, c'est toujours la question quand on finit une peinture, enfin, quand est-ce qu'une peinture est finie? Alors on pourrait dire quand tout est à sa place, mais finalement c'est tellement subjectif, c'est tellement vain que tout aurait pu être à sa place dans un autre monde. Donc voilà, le titre vient de là. Accessoirement, en fait, c'est une émission sur France Culture que j'écoutais à ce moment-là, où Aurélien Barraud est invité pour parler des multivers. Et puis il y a une petite citation de Leibniz qui pense au contraire que non, il n'y a qu'un seul monde possible, puisque Dieu a pu seulement le créer parfait, donc il a pu créer que ce monde-là. Voilà, donc il y a un truc vraiment ironique par rapport à ça. Et donc au-delà de ça, là on va pouvoir reparler vraiment de la risographie. C'est aussi le fait que cette étape de peinture que je photographiais, puisque j'ai en fait ces petites peintures libres, je photographie chaque étape avant de les recouvrir. Donc c'est ces photographies-là qu'on a exploitées en fait, qui normalement n'auraient jamais été montrées, et d'ailleurs qui ne seront pas montrées, puisque ce ne sont pas les photographies, mais ce sont les risographies issues de ces étapes de peinture, enfin de ces photographies. Donc moi, en règle générale, dans mon travail, j'aime bien justement qu'il y ait des manipulations comme ça successives qui rendent complexe le travail et puis qui nous amènent toujours vers des nouvelles aventures en fait. Et là, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il y a, à partir de ces photographies qui étaient brutes et qui n'avaient pas vocation à être montrées, il y avait un gros travail de traduction pour passer à l'impression en riso. Donc ça, c'est aussi un endroit où moi, qui m'intéresse et où je me sens bien. Il y avait un nom pour ce métier-là au moment de la litho, peut-être Jean-Marc, tu me dis. Mais il me semble qu'il y avait des coloristes, je crois que c'est comme ça qu'on les appelait. Des chromistes. Non, c'est ça, c'est des chromistes, pas des coloristes. Qui avaient pour tâche à partir d'une image, la séparer en couches, parce que la riso, ça fonctionne comme ça, comme la sérigraphie, comme la litho, c'est-à-dire qu'on imprime couleur par couleur. Et donc l'image, en fait, on la découvre qu'une fois que toutes les couches ont été imprimées. Donc là, il y avait un travail hyper intéressant à faire à ce niveau-là.
D'autant que les photos avaient des qualités différentes, les peintures avaient des formats différents, les supports aussi étaient pas forcément les mêmes. Donc c'est quelque chose, en les ayant vus et en les ayant travaillés, qu'on peut nous voir encore dans les images que vous regarderez tout à l'heure. On repère des choses, mais c'est vrai qu'on les a beaucoup traduites, beaucoup transformées, beaucoup manipulées. On a retiré des couches, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment moi ce que je trouve hyper intéressant. Et donc c'est un travail qui se fait avant l'impression. Une fois que donc ça, on l'a fait, on l'a prévisualisé sur un écran. On le confie à l'imprimeur, l'imprimeuse, qui va encore y avoir cette étape-là de comment je pourrais dire de traduction aussi. Ou d'adaptation. D'adaptation par rapport à la technique qui est utilisée. Et donc là, la RISO, c'est une machine. Ça ressemble à un gros photocopieur. Enfin non, pas gros d'ailleurs. Un photocopieur. Et donc il y a ce travail-là qu'a fait Antoine avec nos images pour aboutir aux objets que vous avez devant vous. Ouais, en fait, ce que tu peux peut-être expliquer, c'est les rouleaux, enfin c'est comment ça marche la risographie, ou alors on demande à Antoine. Il y a plein de personnes qui pourraient en parler dans cette assistance. Donc cette machine qui ressemble à un photocopieur, elle a quand même cette particularité qu'on lui met des tambours qui sont d'une couleur différente. Donc là, en fait, j'en profite. Vous voyez, même s'il y a une petite protection, les 5 tas de livrets avec les 5 couvertures différentes, qui sont en fait une des couches des images qui sont à l'intérieur. Donc les couvertures ont été faites avec un seul passage, contrairement à l'image que vous voyez là, où à droite il y a 2 passages, 2 couleurs, et à gauche il y a 3 couleurs, je crois. Et puis derrière nous, vous pouvez voir donc ce qu'on appelle des macules qui nous ont été confiées par Antoine, qui sont des documents de travail qui lui ont servi à caler les images qui sont dans le livre. Donc là, le hasard du sens de la feuille, etc., a produit ces superpositions qui nous donnent encore d'autres images. Qu'est-ce que je peux dire sur... Si, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on fait la traduction en fait, à l'écran déjà. Alors moi, j'avais l'impression que c'était infini les possibilités. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment... pareil, mais en même temps, il y a plusieurs fois où tu m'as dit, bah oui, mais là, si je bouge cette couleur-là, du coup, je ne peux plus du tout obtenir cette autre couleur-là. Et donc finalement, le spectre n'est pas si large dans les possibilités d'adaptation. Alors, à partir du moment où tu fais un choix, c'est-à-dire que tu as tout un ensemble de possibilités qui n'est plus là, notamment sur le contraste et tout ça. Et en fait, moi, en tant que peintre, c'était impossible à comprendre. Et tu m'as expliqué des fois pendant très longtemps que ça, on ne pouvait pas le faire parce que, non, techniquement, parce que la RISO ne marche pas comme ça, quoi. Ou en tout cas, parce que ce n'est pas les mêmes couleurs aussi sur l'écran. C'est-à-dire que j'ai été très très prudente parce que, en fait, quand on tombe là-dedans, sachant que RISO, RISO c'est une marque, je le dis quand même parce que, en fait, on dit risographie, mais c'est un peu comme si on disait Epson graphie ou Canon graphie, quoi. En fait, la technique d'impression porte le nom de la marque, mais je pense que c'est important de le savoir parce que c'est un peu pénible. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on invente un autre nom. Peut-être que des gens y ont pensé déjà, mais voilà. Pourquoi je disais ça ? Oui, donc il y a plein. En plus, comme il y a un engouement, la marque sort plein de tambours de plein de couleurs qui sont toutes
plutôt bien choisi et très bien élaboré, donc ça nous envoie des paillettes dans les yeux. Et donc, en fait, les possibilités, effectivement, sont énormes. Si on choisissait, je sais pas combien il y a de couleurs dans la gamme, mais c'est beaucoup. Alors, contrairement à la litho ou à la sérigraphie, on les fabrique pas nous-mêmes. Les couleurs, elles sont dans des cartouches d'encre. Donc, ça apporte... pour moi, c'est très, très frustrant, qui aime bien faire ça. Mais il y a aussi quelque chose qui nous limite et qui est intéressant. Sauf que donc il y en a plein et donc il faut trouver des moyens de pas s'engouffrer dans trop de possibilités parce qu'effectivement en fait comme on peut changer la couleur de chaque couche, on aurait pu faire des millions d'images à partir de nos fichiers. C'était multivers. Là c'était vertige total, donc il fallait absolument limiter. Et donc aussi en discutant avec Antoine, Donc moi ensemble en fait on a fait des choix qui ont fait qu'il y avait quand même une limitation des possibilités, même si avec 2-3 couleurs en fait on peut encore, en manipulant aussi les images, en les retouchant, on peut aussi aller très loin. Donc effectivement. Mais en même temps, quand par exemple certaines images, si on voulait les rendre beaucoup plus intenses, beaucoup plus vives, on s'aperçoit que dès qu'on monte trop une couleur, elle annule l'autre. Oui. Elle va annuler l'autre et on perd au contraire en vivacité. C'est ça. Et là, comme on est aussi sur de la retouche d'image, là on s'approche plutôt de la photographie. Et donc effectivement si on contraste trop on crame, si on est vraiment dans les mêmes choses, donc on perd du détail à des endroits, donc c'est très subtil et c'est pour ça que c'est super intéressant de faire ce travail et donc il faut un moment, et donc c'est aussi le sujet du titre et de ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment à quel moment est-ce que là on s'arrête, on parle de moments on a parlé de plénitude, ça nous a amené à des discussions très très intéressantes parce qu'on a parlé de peinture mais on a aussi parlé d'impression et on s'est retrouvés assez sur des choses assez proches justement sur cette recherche de cette plénitude qu'on atteint à des moments. Moi, c'est pas un mot qu'on utilise très souvent. Pas tellement, en fait, mais en art, c'est pas trop. Non, c'est pas trop, ouais. Mais en tout cas, c'est le mot qu'on a trouvé pour décrire le mieux le sentiment qu'on ressent quand on décide d'arrêter de travailler sur quelque chose, quoi. Ouais, et puis moi j'aimais bien j'ai bien aimé qu'on l'utilise parce que qu'on n'ait pas peur de l'utiliser. Là, en réfléchissant, j'avais aussi envie de parler de moments de grâce, donc c'est encore peut-être plus voilà. Mais il y a quand même de ça, et c'est, je pense que dans ce travail-là de l'image et de la couleur, et aussi dans le travail en duo, à plusieurs, il y a vraiment, s'accorder à un moment sur ce moment où on décide qu'on y va, c'est quand même quelque chose après lequel on court. En tout cas, moi, c'est quelque chose c'est ça qui me meut dans le travail avec des artistes. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est la distance par rapport à la peinture. Par exemple, je regarde celle-ci, c'est tellement éloigné, ça n'a plus rien à voir en fait. Donc finalement, là aussi, c'est encore un renoncement parce que on n'est plus du tout dans la peinture, et en même temps, c'est un cadeau parce que c'est comme des petites surprises, quoi. À chaque fois, quand ça sort, on sait absolument pas, même sur l'écran, on sait pas du tout ce que ça va donner dans la réalité en fait. Il y a vraiment des grands écarts qui se font d'une pratique à une autre. Et c'est pour ça que c'est des moments heureux quand on découvre le résultat, quoi. C'est ça, et donc qui demande beaucoup de confiance, encore une fois, et qui à chaque étape, on a eu, jusqu'à l'impression, on a trouvé ça, cherché ça en tout cas. Voilà, si vous voulez les ouvrir, justement, les ouvrir. Ouais. Ah oui, ouais. Je promets pas du tout de vous écrire beaucoup, mais j'ai un petit papier qu'on peut faire circuler si vous voulez inscrire votre mail. Et puis j'essaierai de tenir au courant des sorties, souscriptions, événements.
pléthorique de la co-collection. Voilà. Et merci, Merci de votre beaucoup. attention.